heureuse de vous retrouver. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8. Nous sommes ensemble l'espace d'une petite heure avec pour fil conducteur, avec un objectif commun, le bien-être. Et pour y accéder, eh bien aujourd'hui ensemble, on va cultiver notre capitale chance. On va tout simplement croire en notre bonne étoile. Alors de la chance, en avoir ou pas, telle est la question. Même si à l'unanimité, tous, cette chance, nous la désirons, nous la convoitons avec ferveur. Mais comment expliquer que certains nous paraissent mieux lotis, mieux fournis, quand d'autres peinent au point de ne plus croire en leur bonne étoile? Et pourtant, vous allez voir que tout est possible. On n'est pas chanceux, on le devient et ça ne tient qu'à nous. Alors qui sont ces heureux chanceux à qui tout sourit? Affaire d'attitude, d'état d'esprit. Et bien pour nous guider sur le chemin heureux de la chance, à nos côtés, Daniel Allman, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le développement personnel, c'est votre domaine de prédilection. Mieux penser, mieux agir. Et vous êtes l'auteur de ce livre de circonstances dont on va parler ensemble aujourd'hui. 11 techniques secrètes pour provoquer la chance. La vraie, ça veut dire qu'il y en a une fausse, illusoire? Oui, il y en a une, c'est cette espèce de... les gens qui croient à l'irrationnel. Ah, on va y revenir, on va tout vous expliquer. Ceux qui s'imaginent que la chance, elle arrive comme ça par hasard, qu'elle nous tombe du ciel. Ah, non, mais vous allez voir, on est acteurs de notre chance. On va le découvrir ensemble. C'est aux éditions Médicis. Également, Vanessa Mielzarek, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thérapeute, coach spécialisé dans le domaine de l'intelligence intuitive. On va parler notamment à vos côtés d'intuition, puisque vous êtes l'auteur de ce livre. Coacher votre intuition, c'est aux éditions Seuil, la vie en mieux. Également à nos côtés, Ludmila Milova, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Alors Ludmila, les Français croient en leur bonne étoile. Ah oui, les Français croient en leur bonne étoile, au moins autant qu'au Père Noël. Le Père Noël qu'on devrait peut-être d'ailleurs voir se déplacer en Airbus A319, puisque c'est l'équivalent de 55,6 millions d'euros, soit ce qu'on a dépensé chaque jour en 2006, nous les Français, en jeu d'hasard et d'argent. Ah oui, donc on est bons mal. clients. Surtout en cette fin d'année, on va tous ouvrir les petites enveloppes là, pour y croire. Mais oui, pour croire en notre bonne étoile. Sauf que parfois, on est fataliste. À quoi bon? La chance ne frappe jamais à ma porte. Eh bien, faux. La vie réserve parfois de très belles surprises. Tour d'horizon de ces contes de fées modernes. À vos côtés, Julie Thierry. Bonjour Julie. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Il y a des personnes qui sont véritablement portées par une bonne étoile. Un exemple, je vous dis pas son nom, une femme qui passe du statut de mère célibataire désargentée à femme la plus riche d'Angleterre, femme millionnaire. Bon, l'idée, c'est que ça leur est arrivé à eux. Et ça peut donc nous arriver à nous. On va mettre les choses en place, voilà, ensemble. Alors, à vos côtés, Daniel Allman, on va aujourd'hui provoquer la chance, parce que finalement, on la veut tous, hein, on la convoite, cette chance. 11 techniques secrètes pour provoquer la chance, la vraie. Pour vous, rien n'est le fruit du hasard. La chance, ça n'est pas une prédisposition, ça se provoque. La chance, en fait, c'est quoi? Ce sont les probabilités que quelque chose arrive ou non. Et à partir du moment où nous laissons la vie mener sa barque au gré du vent, elle va où le vent veut bien qu'elle nous mène. Par conséquent, avoir un objectif, savoir précisément où l'on veut aller, cesser de se poser 1001 questions. Ne jamais se demander, par exemple, pourquoi cela m'arrive quand on rencontre une épreuve, une difficulté, mais comment faire pour m'en sortir? Favoriser les bonnes questions plutôt que les mauvaises. Et puis, la chance, elle va avant tout à celui ou à celle qui croit en sa chance. Il faut déjà y croire, déjà, pour que ça nous arrive, pour que les choses se mettent en place, il faut déjà mettre le bon engrais, y croire. La base de tout, c'est la foi en soi. Regarder la bouteille à moitié pleine, voir la bouteille à moitié vide. Les optimistes la voient à moitié pleine, les pessimistes à moitié vide. On a tous entendu cette phrase. Et les chanceux, eux, la voient à moitié vide, la regardent à moitié pleine, se demandent comment la remplir et agissent en conséquence. Voilà, et on va voir que les pensées guident nos actions. Vous aussi, hein. Vanessa Mielzarek, pour vous, il n'y a pas de hasard, tout a toujours un sens, même ce qui nous paraît au premier abord relever du hasard. Oui, tout à fait. Je suis dans la même optique que Daniel Allman, dans le sens où, effectivement, je crois que par notre attitude intérieure,
par notre état d'esprit, nos comportements, on peut tout à fait changer une situation, la débloquer et l'optimiser à son maximum. Et ça dépend vraiment de la manière dont on va aborder les choses. C'est-à-dire qu'on a toujours notre libre arbitre. On a toujours les moyens, parce qu'il y a un moment, on est tellement au creux de la vague, on se dit, mais c'est pas possible. Oui, oui. Malgré ce moment où, comme vous dites, on est au creux de la vague, j'ai le sentiment que, en plongeant en fait à l'intérieur de soi, on peut contacter des petites ressources, comme un minimum de confiance, un minimum de croyance en soi ou d'estime de soi, qui peut nous amener effectivement à pouvoir rebondir et avoir une autre perception des choses. Parce que même quand on est au creux de la vague, moi j'ai l'impression que on peut dramatiser davantage, donc du coup, on a du mal à s'en sortir. En revanche, si effectivement j'ai un petit état d'esprit un petit peu ouvert, à ce moment-là, je peux complètement tourner le négatif en positif. Voilà, tout est toujours possible, on va le voir ensemble aujourd'hui. Alors c'est vrai que certains se disent à la maison, mais moi c'est simple, j'ai pas eu les bonnes cartes au départ. Certains naissent davantage sous une bonne étoile, ça n'a pas été mon cas. Pour vous, on est chanceux ou on le devient, Daniel Allman? D'abord, on le devient. Il y a une étude qui a été faite par le professeur Wiesmann en Angleterre, qui pendant 15 ans a étudié 800 personnes, dont un groupe de ces personnes avait un capital chance énorme, et l'autre avait la poisse qui le poursuit, la shkoum. Voilà. Et puis donc, il a étudié les traits de caractère et il s'est rendu compte qu'en effet, d'abord, un certain nombre de ces personnes n'avaient pas a priori les cartes de base pour être chanceux, et étaient chanceux, et tout ça est une question d'image de soi. Comment on se perçoit, comment on perçoit la vie, comment on perçoit les autres, et puis surtout, quels sont nos espèces de codages émotionnels. Est-ce que je favorise le sourire? Vous avez beaucoup de chance, je suis sûr, Charlotte. Parce qu'un des facteurs de chance essentiels, c'est le sourire. Quand vous sortez le matin, moi je suis arrivé à Paris, j'étais un peu triste, parce que j'ai pas vu beaucoup de gens souriants. Je vis dans un endroit du côté de l'Italie les gens sourient beaucoup plus. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être. Mais ici, j'ai acheté mon premier journal, j'ai dit merci, j'ai dit au revoir, on m'a pas répondu. Ah bah ça dépend ce qu'il y avait dans le journal aussi. Je vois une série de magazines, mais apprenez à sourire à la vie, à aller vers les autres, à faire preuve de gratitude. La gratitude, c'est important. D'empathie, mettez-vous un peu à la place de celui, justement, qui n'a pas de chance, donnez-lui un coup de pouce. Et chacun, comme ça, puis dans la rue, au lieu de dire merde à chacun de ceux qui vous prennent, comment on dit, le passage, quand on vous... Passage piéton. Les voitures, quand on vous coupe la priorité. Ah, voilà. Eh bien, faites-lui un sourire. Oui, mais c'est vrai que c'est la meilleure, finalement, la meilleure des réponses. La meilleure des défenses, le sourire, l'humour. Alors, c'est-à-dire que l'idée, même si on part avec des cartes moins favorables au départ de notre vie, parce qu'on n'est quand même pas tous égaux, tout dépend de ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partent avec des bonnes cartes, qui les dilapident, et d'autres, au contraire, qui vont partir avec des cartes un peu plus défavorables, mais qui vont être beaucoup mieux acteurs dans leur vie. Oui. Vanessa Mielzarek ou Daniel Allman. Oui, tout à fait. Et j'ai l'impression qu'effectivement, donc Daniel Allman en parlait tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs. Donc la notion du sourire, ça c'est quelque chose d'important. Comme si en étant donc dans le sourire ou dans une ouverture d'esprit, ça favorisait le fait d'attirer en fait des bonnes personnes ou de nous mettre face à des situations les plus favorables. J'ai le sentiment que dans la chance, il y a aussi le facteur intuition qui est très important. Parce que généralement, quand on parle de chance, on parle de réussite ou de succès de quelque chose. Et l'intuition, comme elle est anticipatrice, elle peut nous donner aussi des informations, des messages sur ce qui est le mieux pour nous, ce qui peut marcher, ce qui peut arriver ou se produire et qui est le plus favorable pour nous. Et donc, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui réussissent écoutent leur intuition. C'est comme si, voilà, elles avaient confiance en elles. Elles prennent des risques aussi. J'ai l'impression que les chanceux... Les audacieux sont audacieux. Oui, alors, oui, tout à fait. Justement, je pense que c'est vrai qu'il faut finalement la chance, on ne peut pas y croire n'importe comment aussi, parce qu'effectivement, il y a cette frontière subtile entre la prise de risque, et c'est ce qu'on voit justement dans les jeux de hasard et d'argent. On est tous plus ou moins, on croit en la chance, même les plus sceptiques d'entre nous, mais de façon différente en fonction de notre culture, de notre éducation, notre religion, etc. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des dérives, et effectivement, à quel moment
on estime qu'on peut prendre un risque, où effectivement cette croyance devient quelque chose, cette chance devient quelque chose qu'on a l'impression de pouvoir maîtriser. Et c'est là que dans les jeux de hasard et d'argent, on se rend compte qu'effectivement, il y a ces espèces de dérives. Donc finalement, la chance, on peut effectivement la cultiver, mais dans l'intuition, il y a énormément de choses et de limites à ne pas franchir, parce qu'effectivement, là, ça peut être problématique. Alors, on fait l'émission ensemble aujourd'hui. Et vous, à la maison, croyez-vous en votre bonne étoile, en votre capitale chance? Eh bien, nous sommes allés vous poser la question, vos réactions en images. Le sujet est signé Valentina Tosi. La chance existe-t-elle? Je crois que oui. Oui, on peut avoir de la chance. Je pense que la chance n'est pas quelque chose d'inné. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saisir au jour le jour. On ne peut pas forcer la chance. On peut pas. On peut au moins chercher à évoluer. L'évolution, ça peut arriver, mais pour avoir la chance, c'est Dieu qui donne la chance. On est avec. Je pense que la chance, on la provoque. Elle n'existe pas forcément à la base, mais c'est nous qui la construisons, je pense. On se conditionne à attirer la chance. C'est une gymnastique mentale. Et puis, il faut être positif à l'intérieur de soi. Positif, on rencontre des choses positives. Négatif, c'est du négatif. Dans une réussite, qu'est-ce qui compte plus entre le talent et la chance? Le talent, parce que la chance finit toujours par arriver. Dans la réussite, donc, il y a au moins 50% de chance. Pour la réussite, il y a une part, on va dire à 90% de travail, à 9% de talent et à 1% de chance. Moi, je trouve qu'il y a une différence entre la réussite et la chance. Il y a des gens qui ne sont pas chanceux, mais ils réussissent. Dans la réussite, je ne pense pas qu'il y ait énormément de hasard qui joue. C'est vraiment du talent. Vraiment du talent. Et le savoir de susciter la chance qui est le talent. On cultive la chance par notre volonté de faire avancer les choses, tout simplement. Pour cultiver la chance, il faut avoir de la curiosité et de la volonté. Et même quand on estime ne pas en avoir, il faut toujours aller plus loin. Il faut injecter le rêve, la volonté et la fantaisie. La chance, encore une fois, c'est d'y croire très fort et d'en être persuadé intérieurement. Ça demande donc d'avoir un champ relationnel assez important pour pouvoir justement saisir les opportunités quand elles apparaissent. Avec de la bonne humeur, avec de l'optimisme, ça se cultive la chance. Ça se cultive la chance, Daniel Allemann. Ça se cultive la chance. Est-ce que c'est comme un muscle? On parlait, il y a une personne qui parlait de gymnastique. Ça se développe exactement comme un muscle. Et puis, ça m'a fait penser tout à l'heure à un monsieur là, qui disait un truc. Einstein disait la chance, c'est 99% de transpiration et 1% d'inspiration. Autrement dit, favoriser l'action par rapport à ce que l'on désire. Favoriser l'action avec une attente positive des événements. On dit souvent de ne pas penser au passé, par exemple, de penser qu'à l'avenir, de vivre le moment présent. Moi, je dirais plutôt qu'il faudrait goûter à l'avenir, déguster le présent et savourer les beaux moments du passé. C'est important ces trois choses parce que nous avons dans le passé tout un bagage d'événements positifs qui nous ont marqués, qui favorisent là notre capitale chance, qui nous permettent d'aller chercher ces petites choses qui, quand tout va mal, donne cette lueur. Et puis, le moment présent, c'est quand même le plus important. Là, je suis ici avec vous maintenant. C'est le bonheur. D'abord, c'est le bonheur absolu. Puis j'ai beaucoup de chance. Vous êtes bien entouré en plus. Et puis j'ai beaucoup de chance parce que je suis entouré de 4 femmes, ce qui est fréquent chez moi, mais... c'est le verre à moitié plein, donc là. Vous êtes en train de voir le... C'est le verre à moitié plein, puis je me demande comment je vais le remplir davantage encore. Ah bon. Alors tiens, si on devait dresser le portrait type du chanceux, est-ce qu'il y a un portrait type? Est-ce qu'il y a des prédispositions? Est-ce que c'est une question d'attitude, d'état d'esprit? Être chanceux? Est-ce qu'il y a un point commun, justement, à tous ces chanceux? Vanessa Mielzarek. Donc, en quelques mots, les personnes qui ont été interviewées ont dit aussi certains mots importants. Ce que je vais relever, donc, bien sûr, l'intuition, pour moi, c'est un élément important. Ces personnes, dans leur profil, en fait, si on peut parler de profil ou de typologie, sont des personnes, à mon avis, curieuses. Elles sont ouvertes à la nouveauté. Oui, elles apprécient le changement. Elles cherchent même le changement. Tout à fait. Elles le provoquent. On a souvent peur du changement. Oui, tout à fait, parce que ce sont des personnes, en fait, qui sortent des habitudes.
Et dès qu'on sort de ses habitudes, on s'ouvre à la nouveauté et justement à ces fameux coups de chance ou coïncidences ou synchronicités qui peuvent se manifester. Il y a un potentiel qui s'ouvre. Synchronicité, très important. Oui. Synchronicité, c'est en fait ce phénomène qui fait qu'on se trouve au bon endroit, au bon moment. Ouais. Il n'y a pas de hasard pour vous. Oui, oui, ça C'est va. vrai? Ben non, il n'y a pas de hasard. Est-ce que c'est un petit peu, tiens, on voit derrière vous un beau nénuphar rose. Est-ce que c'est un petit peu le principe du nénuphar, être ouvert à ce qui peut se présenter, même si c'est nous qui finalement mettons les choses en place? Tout à fait. Et puis, ce qui est très intéressant dans cette image, et qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu comme ça, c'est que les nénuphars, souvent, poussent dans les marécages. Donc, malgré toute la boue, tout ce qui peut être difficile, tout ce qui peut être problématique, en fait, la beauté peut surgir, le merveilleux peut surgir, l'extraordinaire peut surgir. Donc, tout est possible, finalement. En fait. Même un bon exemple, effectivement, de départ un peu... Ça me fait penser à l'argent. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas avoir assez d'argent. Et en fait, savez-vous que les Français sont parmi ceux qui ont le taux d'épargne le plus élevé au monde? Alors ils consomment plus, ils arrêtent de consommer. Pourtant, l'argent, c'est un peu comme le fumier. Vous me parliez de la mer, des marécages. L'argent, c'est un peu comme le fumier. Plus vous le répandez, mieux ça fait pousser. Mieux ça rend la terre fertile. Je crois que justement, les Français l'ont compris quand même. Hein. C'est vrai? Parce qu'ils jouent au loto? Oui, voilà, vous parliez d'entrer en action. 5 millions de personnes jouent tous les jours au loto. Mais ne confondons pas la chance... Tous les jours, non, parce que c'est que le mercredi et le samedi, grande expert. Attention. Il joue tous les jours. Le tirage, après, c'est autre chose. Mais ne confondons pas la chance avec le loto. Le loto, c'est une question de probabilité. Ouais. Oui. Plus vous jouez, plus vous gagnez. Oui, et ça marche. Hein, le plus gros lot, la plus grosse cagnotte, vous savez qui l'a remporté? Ce sont les 3 plus gros opérateurs. Ouais, exactement. Il y avait d'ailleurs une dame... La Française des Jeux, le PMU et les casinos. Voilà, 20 milliards, plus de 20 milliards d'euros de recettes en 2006. Ça marche, hein? Oui, ça marche. On peut dire que le loto, ça marche. On peut dire qu'ils ont beaucoup de chance. On veut nous mettre toutes les probabilités de notre côté. Si on part du principe, comme on l'a vu ensemble, qu'il faut laisser un terrain propice à la chance, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour justement attirer la chance? Donc, être optimiste. Éviter d'être superstitieux, ça porte malheur. Oui, donc être optimiste, c'est déjà un bon départ. Oui. Être optimiste, croire en soi. Ah oui, mais croire en soi, ça veut dire quoi? Parce qu'on veut tous croire en soi. On a tous des aspirations. En général, on veut ce que nous voulons vraiment et rarement ce que nous désirons. Oui. Autrement dit, on veut ce qu'a le voisin, souvent. Notre vrai capital chance, il est dans nos désirs secrets, dans ces choses-là qu'on n'exprime pas, qu'on a du mal à exprimer. La voix de notre intuition, elle s'exprime, elle, beaucoup plus facilement lorsque nous sommes en accord avec nous-mêmes et avec notre environnement. Elle est inhibée par les pirates, ce que j'appelle les pirates du doute. Le doute, c'est un poison contre l'intuition. Or, combien de fois, quand on fait quelque chose, avant de se demander comment faire pour réussir, on se demande, mais est-ce que ça va marcher? Alors, est-ce que ça va marcher parasite notre action, l'inhibe et nous empêche quelque part d'aller de l'avant. Alors, bon, pour devenir intuitif, il faut écouter cette intuition, mais l'écouter non pas d'une manière passive comme ça, l'écouter spontanément et agir en conséquence. Un désir, une action. C'est ça l'énergie du désir. C'est là qu'elle se met en route et c'est là que la chance arrive et que nous nous trouvons en synchronicité avec les événements. Alors l'intuition, la fameuse intuition, c'est cette petite voix intérieure qui nous guide très souvent, quasiment tout le temps, du côté du bon chemin. Pour vous, on n'est pas suffisamment à l'écoute de notre intuition, Vanessa Mielzarek? Oui. Pour moi, on reçoit beaucoup de messages en soi, et notamment beaucoup de messages intuitifs. Toutefois, comme le disait Dominique Allemand tout à l'heure, le côté rationnel ou le côté doute peut nous freiner par rapport à nos intuitions. Et c'est comme si on mettait une intuition de côté et on agit davantage avec le côté rationnel ou avec ce qui nous semble le plus approprié. Et généralement, ce que l'on remarque, c'est que on a eu une intuition quand on ne l'a pas écoutée et qu'on voit combien les choses se sont compliquées. Et bien souvent, savoir que c'est une intuition, parce que chaque jour on a des milliers d'idées qui passent à travers donc justement notre tête. On a le ressenti. Comment dissocier justement l'intuition? Comment savoir que c'est vraiment l'intuition là qui vient? Fiez-vous davantage à ce que vous ressentez plutôt qu'à ce que vous pensez. C'est une bonne clé.
C'est-à-dire le ressenti, c'est ce qu'il y a ici, c'est on dans sort les du tripes, domaine de c'est ça l'intellect et on est dans le domaine du ressenti. C'est furtif. C'est souvent très furtif, oui. Ben, les émotions sont des informations. L'émotion, la joie, par exemple, c'est une information de bien-être. La peur, c'est une information trop plein. Quand elle arrive, la peur, ben, il y a quelque part il y a des trucs qui ont déconné. Donc il faut savoir aussi s'écouter pour aller à l'envers. Et l'intuition, les chanceux ont appris à la développer. Parce que nous accumulons en fait une série d'informations depuis le début de notre naissance jusqu'à aujourd'hui qui sont retenues par notre cerveau conscient pour environ 2%. Et tout le reste, on va l'emmagasiner. Tout ce qu'on voit à la télé quand on regarde le journal de 20h, on va l'emmagasiner aussi. C'est là, par exemple, qu'on utilise la méthode Coué, mais à l'envers. Ce que je vous disais tout à l'heure, on utilise la méthode Coué à l'envers pour voir tout ce qui va mal, plutôt que d'essayer de voir tout ce qui va bien. D'ailleurs, les gens qui se disent « Ouais, j'ai toujours la poisse qui me poursuit, rien ne va jamais bien », il ferait bien d'arrêter d'écouter les informations pendant quelques jours. Rien que ça va changer leur vie. Regarder bien-être tous les jours. Voilà. D'ailleurs, absolument. Alors, c'est vrai que l'intuition, est-ce que c'est un petit peu... Allez, c'est des petits clins d'œil de l'existence? Oui, pour moi, j'ai l'impression que ce sont des petits clins d'œil de l'existence et en même temps, des petits clins d'œil de notre propre savoir intérieur, notre propre sagesse ou conscience personnelle, en fait. J'ai l'impression que nous sommes en phase à ce moment-là avec nous-mêmes, avec nos ressources, avec le meilleur de soi, en fait. Et c'est comme si chaque fois que je peux repérer que j'ai une intuition, et que je l'écoute, je la valide, et comme on disait tout à l'heure, il faut agir aussi dans ce sens-là. Là, à ce moment-là, j'ai des cadeaux merveilleux, et souvent, c'est à ce moment-là aussi on dit qu'on a de la chance. Et en fait, c'est comme si c'est tout un processus, en fait, qui m'a amené ou qui nous amène à vivre le meilleur, ou à vivre ce que l'on attendait. C'est comme ça qu'une synchronicité se produit. Pour vous, il n'y a pas de mauvaise intuition? Pour moi, ou il y a de l'intuition, ou alors c'était pas de l'intuition. Vous voyez, parce que c'est après. oui, voilà, voilà, en l'écoutant ou en ne l'écoutant pas, effectivement. Par rapport aux différents canaux de perception. Par rapport à l'intuition, effectivement, il y a la première impression. Pouvoir ressentir une personne, une situation. Souvent, on a un bon état des lieux, des choses. Si c'est favorable, si la personne que l'on rencontre, les choses vont pouvoir bien s'arranger ou se concrétiser avec elle. Effectivement, ça, on peut ressentir. C'est comme une évidence, finalement, l'intuition. Voilà. On a une petite impression assez solide à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que lorsqu'il nous parvient des messages plutôt verbaux ou dans notre tête, là, ça demande un peu plus de pratique ou de travail, dans le sens où on a à peu près 60 000 pensées par jour. Donc, vous imaginez l'état d'esprit dans lequel on doit être pour pouvoir capter et retenir le bon message, en fait. Et c'est là où tout un cheminement peut être possible, et d'où le livre « Coacher votre intuition », pour apprendre justement à la rencontrer, à la reconnaître, comme vous disiez, c'est quelque chose de très, très important. C'est tout un travail. Pour pouvoir la valider et nous amener à résoudre à la fois plein de problèmes, mais aussi à attirer vraiment le meilleur en toutes circonstances. Attirer le meilleur, et c'est là où on découvre, c'est qu'on a un potentiel extraordinaire en nous. Absolument. Puis, par rapport à l'intuition, juste un truc, c'est une des choses qui nous empêche véritablement de l'entendre, cette petite voix essentielle, c'est que beaucoup trop, on veut contrôler. On veut contrôler les événements, on veut contrôler notre vie. Or, quand on se laisse un peu tranquille, quand on se fiche la paix, on s'aperçoit que ça marche quand même beaucoup mieux. Et quand on évite de se juger, de faire son propre procès, de dire voilà, ça c'est bien, de mettre les choses dans des cases, eh bien non, de se libérer, de casser les habitudes. De casser les habitudes, c'est un formidable facteur de chance. Et un autre facteur de chance, c'est le désir, les désirs en action. Quand on désire quelque chose, généralement, enfin souvent, non, c'est pas raisonnable. C'est ça, la raison et le raisonnable, voilà. on a finalement, on laisse tendance à... tomber. Mais pourquoi mais qui a dit que c'était pas raisonnable? Dès l'instant où ça n'affecte pas le bien-être d'autrui, tout est possible. Il n'y a pas de jugement à se porter. Alors, on avait déjà fait une émission ensemble, Daniel Ahlmann, et je me souviens de cette phrase que vous nous aviez donnée à la fin de l'émission, dans les dernières secondes. C'est pour ça qu'il faut toujours rester jusqu'à la fin, je m'en souviens. C'était cette phrase de Coluche. Ah oui, alors prenez un post-it, notez-la,
Mettez-la sur le miroir de la salle de bain. Allez, parce qu'il a dit bien. un truc très bien. Il a dit, quand quelqu'un dit qu'il n'a pas de chance dans la vie, il devrait se poser la question et se demander combien de fois la chance s'est déplacée pour rien. Voilà. Et bien là, l'intuition n'était pas non plus présente. Non, mais c'est tellement juste. Alors justement, vous dites à la maison, moi, il n'y a Cette plus rien Coluche qui est va. partie de rien, d'ailleurs. Ouais, exactement. Voilà, mais on va le découvrir avec Julie aussi. Ah bah tiens, on va le faire tout de suite avec Julie. Tiens, un petit exemple comme ça pour nous donner l'enthousiasme. Un exemple parmi ceux que vous avez recensés, Julie. De Jan Rowling, ça vous dit quelque chose? Harry Potter. Harry Potter, qui n'en a pas entendu parler et pourtant qui aurait parié sur elle il y a quelque temps. Jan Rowling, ce sont des études peu glorieuses. Une vie familiale bousculée par la maladie de sa maman qui a une sclérose en plaques. Un mariage raté au Portugal. Un divorce. Donc un mari qui met à la porte mère, enfin femme et enfant à la rue sans beaucoup de ressources. Donc une femme complètement perdue et vogue la galère. Ce qui la sauve à ce moment-là, c'est son amour pour le théâtre et pour l'écriture. Lorsqu'elle est mariée, Joanne Rowling remplit des boîtes à chaussures de plein de petites notes sur ce que pourrait être la vie de cet apprenti sorcier dans ce château, à l'école des apprentis sorciers. Et une fois divorcée, elle se dit, bon allez, il faut que je me prenne en main, qu'est-ce que je peux faire? Et elle commence à écrire le premier tome de ce que va être le succès Harry Potter. Elle trouve un agent littéraire qui lui trouve une maison d'édition. En 97, le livre sort, les droits sont rachetés par une maison d'édition américaine et en 99, elle passe donc du statut de femme célibataire désargentée à femme millionnaire. Aujourd'hui, cette femme, c'est la femme la plus riche d'Angleterre. Vous voyez ? Sans avoir gagné au loto. Sans avoir gagné Comme au quoi, loto. on peut réussir et faire Le potentiel, fortune sans le loto. Mais ça dépend d'elle-même, c'est-à-dire que le potentiel, elle l'avait au fond d'elle. D'ailleurs, en Oui. France, Ah, mais vous avez un exemple parfait aussi, vous avez Bernard Tapie. Exactement. Bernard Tapie qui était quand même au fond du trou. Ah bah oui, mais là, il a des millions, mais de l'État. Alors, je voulais juste... Et là, c'est un preneur de risque. Voilà. Et puis j'ai été voir sa pièce de théâtre. Ouais. Finalement, il a réussi à se retourner et à faire un truc formidable, puisqu'aujourd'hui, il est un acteur accompli. Oui, rebondir. rebondir. Eh bien, vous savez quoi, nous, on va rebondir dans 2-3 minutes, puisqu'on va revenir parmi vous. Voilà, on fait la petite pause publicitaire, on revient juste après. À tout de suite. Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Alors, on a parlé pendant la pause d'intuition, de chance. Et Julie nous disait qu'elle avait un ami qui était tellement chanceux que ça en était même suspect. Ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on se demande... Alors voilà, la vie leur a dit, toi, à la naissance, c'est pour toi, tu auras de la chance tout le temps, que ce soit... Alors, quand on joue au casino, quand on peut faire des pokers entre amis... Toujours la carte, on se dit mais non, elle peut pas tomber celle-là. Et elle tombe et nous on est là. Ah donc, et c'est ça et ça en devient un petit peu agaçant parce que bon, on se dit nous on est passé à côté. Est-ce que finalement au départ on a tous ce capital chance, mais que trop laisse ce potentiel en jachère, Daniel Hallman? Oui, on a tous ce capital chance, mais finalement il est gâché par ce que nous avons appris, par le regard que nous avons appris à poser sur la vie et sur les autres en fonction des adultes de notre enfance. On nous apprend souvent à être trop prudent, à ne pas aller dans les sentiers inconnus. Ou même, vous savez, à s'occuper de trop de nos faiblesses. Dire qu'à l'école même, regardez et on met l'accent sur nos faiblesses, beaucoup plus que sur nos facultés positives, nos forces et nos talents. Et là, c'est un procès à faire à tous ceux qui s'occupent de notre éducation. Mais finalement... on s'en fout. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'on veut. Parce que ce qui est important, c'est qu'une fois arrivé à l'âge adulte, une fois arrivé au moment où on a la capacité de faire des choix, et qu'on prend conscience de tout ça, on peut décrypter et changer nos schémas limitatifs. Ce sont des schémas limitatifs. Finalement, on a deux groupes de schémas qui nous influencent et qui nous poussent dans la vie vers le bas ou qui nous tirent vers le haut. Ce sont soit des schémas d'expansion et qui nous font voir les choses avec optimisme, mais qui nous font agir, soit les schémas de limitation qui nous font nous poser les mauvaises questions, pourquoi ça marche pas, et puis nous font aussi rencontrer des personnages toxiques. Il y a d'ailleurs une émission à faire peut-être sur le sujet. Les personnages toxiques, ces gens qui nous influencent négativement, qui nous empêchent d'agir, qui nous jugent. Laissez-les de côté, ils ne savent pas plus que vous et moi. Vanessa Mielzarek, alors à ceux qui sont à la maison qui se disent mais moi de toute manière j'ai beau faire les choix, je fais toujours les mauvais choix. C'est pas de ma faute, j'ai toujours fait les mauvais choix. Alors on est victime, on est responsable, on est les deux à la fois. On cherche toujours des alibis, des responsables à nos échecs. Les malchanceux, oui.
Victime et responsable, Vanessa Mielzarek? Oui, oui. Ah, c'est dur à entendre. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais ce qui est important, c'est de prendre conscience dans quel état d'esprit est-ce que nous vivons. Et c'est vrai que si je me positionne en victime, si je me dis c'est la faute d'un tel, si j'ai pas réussi à avoir ceci ou cela, c'est comme si là j'amplifiais le côté pessimiste et puis malchanceux. Et en fait, je conforte ou renforce ce dont on parlait tout à l'heure, donc les croyances limitantes, ou les scénarios négatifs, ou l'auto-sabotage. C'est comme si plus je me dénigre moi, plus je me critique, et plus en fait je me coupe les ailes, et je me coupe des possibilités et des opportunités. Et c'est pour cela que toute cette notion de chance et d'intuition et de positivisme, ça passe par un retournement de sa manière en fait d'être, de penser, de percevoir les choses, pour axer son regard et sa perception vers des éléments qui peuvent être positifs, même dans un problème. En fait, événement, voilà, tout dépend de l'angle que l'on prend, finalement. Voilà, tout à fait. Et en élargissant un peu notre regard, c'est comme si, à ce moment-là, je peux rebondir sur une situation, trouver un élément qui va me donner la porte de sortie, l'ouverture pour retourner l'ensemble de la situation. Alors quand, justement, des événements négatifs, on en a tous vécu, même ceux qui nous paraissent chanceux, optimistes, etc. On en a tous dans notre vie. Comment vous réagissez, vous, Daniel Alman? Voilà, il y a un événement négatif, ça nous arrive à tous. Comment vous réagissez? C'est comme quand il pleut. Hein. Vous faites quoi quand il pleut? Vous sortez le parapluie et puis vous bougez, vous ne restez pas sous la pluie à attendre qu'elle s'arrête. En se disant, il pleut, c'est pas de voilà, chance. Il pleut, c'est pas de chance. Donc vous sortez le parapluie et puis vous bougez. Et puis dans la vie, c'est pareil. Quand ça va mal, on essaie de focaliser un peu sur ce qui va bien. Parce qu'il y a toujours une lueur quelque part de tout qui va bien. Alors on peut... le plus grand drame de celles et ceux qui n'ont pas de chance dans la vie, c'est que dans les meilleurs moments, comme dans les plus difficiles, ils continuent à redouter le pire. Donc, par conséquent, ils continuent à redouter le pire, ou bien ils accusent les autres de leur malchance. Alors bon, quand j'entreprends un truc nouveau et que ça ne marche pas, plutôt que de me dire pourquoi ça ne marche pas, je modifie ma trajectoire, j'attaque sous un autre angle le champ de l'action, et puis au lieu de mettre la charrue avant les bœufs et de me dire pourquoi ça ne marche pas, j'agis à nouveau, je modifie mes schémas, et puis à un moment ça fonctionne. Parce que quand on ne reste pas immobile, à un moment ça fonctionne et ça marche bien. Vous êtes là depuis le début de Direct 8, Charlotte, et d'ailleurs vous avez porté chance sans doute à Direct 8, mais c'est sans doute pas le fruit du hasard. J'imagine qu'il vous aurait viré depuis longtemps si votre émission... Arrêtez, vous avez porté la poisse. Voilà, redit le pire, alors que déjà bien. Et maintenant, je suis en train de vous dire le contraire. Attendez, j'ai touché, comment on dit, peau de singe, c'est ça? Dis donc, c'est sympa. Le porte-bonheur, allez-y, toucher. Alors, porte-bonheur, ça va nous porter bonheur, ça va être un vent positif. Pardon? Très important, le porte-bonheur. Mais j'en ai pas. Le porte-bonheur, ça peut être un objet, mais il n'a de pouvoir que celui qu'on lui donne. Comme le trèfle, par exemple, le trèfle à 4 feuilles. Il y a un record, en 2002, on a trouvé un trèfle à 18 feuilles. Et c'est un Japonais passionné de trèfle. Qui a beaucoup de chance. Qui a beaucoup de chance, oui, qui s'appelle Shigeo Obara. Et puis, en juin de cette année, a été trouvé un trèfle de 21 feuilles, donc qui bat encore le record. Et qui l'a trouvé? C'est encore monsieur Shigeo Obara. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est lui. C'est vraiment un trèfle. À 21 feuilles. Alors, ce monsieur, c'est un monsieur qui n'attend justement pas que la chance vienne frapper à sa porte, et qui, mieux que la provoquer, la crée. Puisque oui, il cultive lui-même dans son petit champ personnel ses trèfles, effectivement. Alors, c'est bien moins astreignant, bien sûr, que de sillonner les champs de trèfles avec mal de dos, etc. C'est bien plus malin, donc il les cultive lui-même. Il fait des petites manipulations, il s'amuse comme ça, génétiques, pour multiplier donc le nombre de feuilles et créer ces petits mutants. Voilà. Donc, il crée des miracles en se faisant plaisir. Voilà. Mais on se dit peut-être en modifiant l'ADN d'un arbre, parce qu'on pourrait faire pareil avec les billets de 50 €, je sais pas. Julie? Non, mais avec son esprit, oui. Alors Julie, je sais pas, ils ont eu des trèfles à 4 feuilles, là? Pas tous, non, pas de fées modernes. Alors, en général,
on se rend compte que les gens sont... C'est quand tout va mal qu'on sait tirer le meilleur de nous-mêmes. C'est ça. Et un exemple, celui du... Le secret, c'est d'attendre que tout va mal. Non, c'est pas la bonne conclusion, mais c'est un potentiel inexploité. Mais c'est pas ça, on se dit, voilà, mais tout va mal, mais il y a un moment donné où on est à un point de non-retour, on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Quand on est au fond du trou, on est obligé de voir la lueur, là, qu'on ne peut pas voir d'habitude. Un exemple, une success story à la française maintenant, celle du footballeur Franck Ribéry. L'itinéraire de Franck Ribéry a de quoi faire rêver tous les gamins qui ne pensent pas être nés sous la bonne étoile. Celle de Franck Ribéry a mis du temps à se réveiller. Issu d'un milieu modeste, le ch'ti originaire du Pas-de-Calais manque de perdre la vie. On connaît l'histoire dans un accident de voiture lors duquel il passe à travers le pare-brise. Son profil droit garde toujours les séquelles de cet accident. Mais voilà, il trouve dans le ballon rond un exutoire pour évacuer sa rage de vivre. Il intègre le club de Lille très jeune, mais son caractère bien trempé lui cause des problèmes. Il se fait virer du club. Et là, il y a une petite période de vide. Et c'est là où il va vraiment prendre conscience qu'il faut qu'il donne le meilleur de lui-même. Il va de club en club, mais son caractère toujours, c'est pas ça, ça passe pas, jusqu'à ce qu'il rentre à l'Olympique de Marseille, où il explose littéralement. Certains voient même en lui le futur Zidane. Il se fait remarquer et intègre l'équipe de France lors du mondial en Allemagne. Aujourd'hui, il est au Bayern de Munich. Dès qu'il touche une balle, c'est de l'acclamation dans le stade. C'est vraiment un génie du ballon rond, et sa carrière n'est pas terminée. Il n'a pas laissé passer sa chance. Il n'a pas laissé passer sa chance parce qu'il aurait pu mal terminer. Vous voyez, il se dit, voilà, mais moi, la vie m'a donné quelque chose d'horrible dès l'arrivée sur Terre. Eh bien non, il a saisi sa chance, même quand tout allait mal, qu'il allait de club en club, il a donné le meilleur de lui-même, et aujourd'hui, vous voyez où il est. Vanessa Melzarek, qu'est-ce que ça vous inspire? Et oui, ce que ça m'inspire, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est croire en soi. C'est comme si il avait cette force de conviction à l'intérieur de soi, et du coup, ça peut donner une sorte de passion, une sorte de rage très positive, dans le sens... instinct de survie, ça peut. Positive. Voilà, c'est ça. C'est aller vers la concrétisation, traverser toutes les épreuves et, comme vous évoquiez, sortir le meilleur de soi-même. Rien à perdre, tout à gagner finalement. Et puis il y a un truc qui est très important par rapport à Franck, c'est que vous le connaissez. Il a d'abord, non, mais j'ai vu des interviews et puis il en parlait. Il a rêvé. Il a rêvé d'abord d'être un grand champion. Ouais. Il a rêvé, puis il s'est donné les moyens. Parce que quand on s'est donné à fond, vraiment à 100%, ce qui reste, c'est justement de la chance. Mais c'est surtout la revanche sur la vie. Parce qu'on se dit, à la base, il y a des gens qui ont vraiment des épreuves de la vie dès le plus jeune âge, mais ils se disent, allez, maintenant, il faut que je prenne ma revanche sur la vie, je ne vais pas me laisser abattre. La vie n'aura pas cette On parle beaucoup de ça, effectivement, après des accidents aussi graves. Tiens, Claude de Milleville, qui vient souvent dans l'émission, qui nous dit... souvent, faites un pas vers la vie en fait 10 pour vous. Oui, tout à fait. Hein, vous êtes d'accord? Elle est très généreuse. Moi, j'ai eu un accident de la route en 2001. Et avec un vol plané de 28 mètres, vous voyez, je suis en pleine forme. Et je pense que la chance y est pour beaucoup, surtout celle que j'ai fabriquée et provoquée. Allez, Julie. Encore un petit dernier. Pour rêver, là, ça nous fait du bien. Alors, on passe du football à la chanson avec le parcours de Corneille. Alors, Corneille est né en Allemagne, à Fribourg, où ses parents faisaient ses études. Dès son plus jeune âge, il retrouve ses racines au Rwanda, où il passe la plus claire partie de son enfance. Il intègre un groupe de R&B, parce que là, dès là, il a des petits talents en composition, en écriture. Donc, jusque-là, tout va bien. On peut se dire, oui, il a un avenir prometteur. Mais la guerre éclate et son destin bascule dans l'horreur lorsque un groupe armé entre dans la maison familiale et décime sa famille. Son père Tutsi, sa mère Hutu, ses frères et ses sœurs. Si vous voulez, il ne doit sa survie qu'à un canapé. Vous vous rendez compte, derrière lequel il était caché, jusqu'à ce que les soldats arrivent pour le sauver. Il marche des heures durant, des jours durant, pour rejoindre le Zaïre, là où c'est un petit peu plus calme. Il contacte un couple d'amis de ses parents en Allemagne, qui deviendra sa famille adoptive. Et là, il décide de se recentrer sur l'écriture. Il recentre son vécu sur son écriture. Il va au Canada pour entamer une carrière dans un groupe. Ça ne fonctionne pas tellement. Il décide de faire une carrière solo. Il entame l'écriture de son premier album, Parce qu'on vient de loin. En 2003, l'album sort. Et c'est un disque qui est certifié disque d'argent en 3 semaines. Donc là, vous voyez, il a su ressortir son vécu, ne pas se laisser abattre et justement porter les fruits, entre guillemets, vous voyez, tirer le meilleur de ce qui lui est arrivé
pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est vrai que parce qu'à se poser éternellement des questions, comme vous disiez Daniel Ellman, on peut passer à côté de sa vie. C'est-à-dire que là, quand il aurait pu se dire pourquoi moi je suis vivant et pourquoi ma famille a été tuée. C'est vrai qu'on peut passer notre vie à se poser des questions et à ne pas agir. Absolument. Et n'oublions jamais que nous voyons la vie et les autres non pas tels qu'ils sont, mais tels que nous avons appris à les voir. Et par conséquent, lorsqu'on se pose moins de questions, parce que bon, les questions sont importantes. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce que ça va marcher ? C'est une question quand on a envie d'entreprendre quelque chose. Mais comment je vais faire pour que ça marche, c'en est une autre qui est nettement plus stimulante. Et toutes les questions qui sont en fait stimulantes. On se dit, oui, mais comment se poser les bonnes questions ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand quand une question nous pousse à l'action, c'est une bonne question. Tout est une question de perception. Finalement, notre manière de penser est liée à notre faculté à avoir ou pas de la chance. Vanessa Mielzarek. Oui, tout à fait. Ça fait partie de... Bien penser. Oui, de notre état d'esprit, d'avoir une vision le plus objective possible des situations, parce qu'il ne s'agit pas de penser que positif et de ne voir que cela. C'est pouvoir voir un ensemble de choses et de pouvoir prendre de recul aussi. Mais ça, j'ai remarqué que les personnes qui savent faire piano à certains moments, c'était très favorable pour eux. Et comme ça, ils peuvent se focaliser ou retenir un élément positif et pour pouvoir effectivement rebondir à partir de cela. Et puis quand on prend du recul, on a plus de vision, on a plus d'angles possibles. Voilà, et donc on peut être moins influencé par le côté pessimiste ou négatif, qui peut nous tirer vers le bas. Tandis que là, c'est comme si on revient dans notre position de choix. Tout à l'heure, vous en parliez. Effectivement, une des grandes chances que l'on a aussi en tant qu'adulte, c'est de pouvoir choisir. Choisir comment penser, choisir comment penser, choisir ce que l'on veut dans l'existence, et c'est ce qui peut nous pousser aussi à avoir ces fameux petits coups de chance. C'est justement, vous parliez de questions tout à l'heure, se demander bien profondément à l'intérieur de soi, qu'est-ce que je veux vraiment dans mon existence ? Qu'est-ce que j'aimerais concrétiser ? Qu'est-ce que j'aimerais vivre ? Qu'est-ce que j'aimerais donner ? Qu'est-ce que j'aimerais recevoir ? Et je pense que ça fait partie des questions dynamisantes qui peuvent nous réaxer, en fait, nous recentrer sur nos valeurs, sur nos possibles. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, en se lançant dans l'action, on peut se découvrir des talents qu'on n'imaginait pas forcément avoir. Moi, ça s'est passé notamment par rapport à l'écriture. Je n'ai pas appris à écrire un livre ou à construire un livre. Et lorsque je me suis mise à ma table d'écriture et que je me suis donné l'opportunité d'entrer dans ce processus d'écriture, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, j'avais cette capacité-là en moi. Qui était latente, qui était en gestation depuis très longtemps, comme vous disiez tout à l'heure. Et moi, il a fallu que je donne l'opportunité, que je crée le contexte pour que ça puisse se produire. Et ça arrive toujours au bon moment. Quand on regarde avec le recul notre vie, on se dit, mais c'est incroyable comme tout est bien tricoté. Tout à fait. Et même quand il y a des petits accros, avec le recul, on se dit, mais finalement, ces accros, heureusement qu'ils ont été là, ça nous a permis de continuer sur une autre voie et de faire... Non, mais c'est ça, la vie, c'est vraiment un travail de dentelière. Oui, tout à fait. Ce qui signifie que nous avons des potentialités, des aptitudes nettement supérieures à celles que nous croyons. On va tout sortir, là. Allez, hop, on va tout sortir. Finalement, Julie, là, on a vu un petit tour d'horizon de ces contes de fées modernes, 3 portraits très différents, le fil conducteur des 3. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on a tous quelque chose en nous, vous voyez. Ça peut être l'écriture, l'imagination, un vécu, un talent pour le football, la musique ou la couture. Mais on a tous quelque chose en nous, il faut juste savoir le sortir de nous. On a tous des passions, on a tous des passions. D'être au plus bas, surtout, pour le sortir. Ce sera peut-être pas trop tard, mais ce serait dommage d'en arriver là. Il faut prendre le dessus et chercher en nous ce qui peut nous rendre meilleurs. Et si, par exemple, dans une situation, vous n'avez pas d'argent, d'être un peu comme Joanne Rowling, réfléchissez sur ce que vous pouvez faire et ne pas se laisser abattre, surtout. Parce qu'elle y est arrivée. Donc je pense qu'on peut peut-être pas tous être millionnaires, mais on peut au moins arriver à... Et pourquoi aller alors justement, Ils ont tous un point commun, en tout cas, c'est que en 2 mots, ils ont tous eu à un moment donné la tête dans les nuages et les pieds sur terre. La tête dans les étoiles. Ils sont la très tête grands. Dans les étoiles. Et les pieds sur terre. Ils ont rêvé à leur destin. Et puis ils ont mis en place concrètement une méthode ou des plans pour y parvenir.
Et c'est comme ça, la chance. C'est un peu comme un plat cuisiné. Si vous avez appris à faire la cuisine, ça marche. Si vous avez une recette, ça fonctionne. Si vous n'avez pas de recette, votre plat, il va échouer. Alors, on parle beaucoup de peur actuellement. Hein. On a peur de se séparer, on a peur de perdre son emploi, on a peur... C'est vrai, hein, le quotidien, la société nous incite à avoir peur. Et pourtant, Ludmilla, on a quand même encore le goût du risque, hein, le goût du pari. Ah bah oui. C'est un véritable phénomène de société. Maintenant, les jeux de hasard et d'argent, on note donc une augmentation des mises de 80% depuis 1999. Donc seulement en 7 ans. 80%. Donc la puissance de l'association quand même hasard et argent, c'est quand même un mélange assez magique et justement c'est là qu'on se détache vraiment du développement de soi finalement, hein, de ce dont on parle tout à l'heure, puisque là c'est vraiment différent, on a l'impression justement de pouvoir maîtriser peut-être notre capital chance en jouant justement à ces jeux et c'est là que ça peut être dangereux puisqu'une étude récente donc, qui est très poussée sur le sujet, on apprend que notre motivation première c'est justement le bien-être. Et que pour la plupart d'entre nous, jouer aux jeux de hasard et d'argent, ça reste un acte social, récréatif. Mais qu'il y a 2 à 3% pour qui le jeu, hasard ou argent, donc est une réelle addiction, comme une addiction à une substance qu'on connaît, voilà, les substances illicites, l'alcool, le tabac, etc. L'adrénaline, c'est un petit peu ça. Voilà. Mais alors là, par contre, c'est vraiment dans le sens où c'est pathologique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'acte compulsif, après une satisfaction, après un regret, puis ensuite une tension qui revient, etc. Ça a été vraiment très décortiqué. Et ce qui révèle surtout l'ampleur du phénomène, c'est un événement pour le moins inattendu, toujours en 2006, donc l'inscription de la dépendance du jeu donc dans le plan addiction du ministère de la Santé, donc pour prévenir et prendre en charge. Donc on apprend aussi que face à la vogue du jeu, donc le gouvernement français a mis en place donc plein de plans d'action, des numéros verts, le slogan « Jouer responsable ». Alors tout le monde joue le jeu, c'est le cas de le dire. La Française des Jeux rédige une charte, le PMU aussi a des slogans et on devrait interdire, peut-être, donc, par décret aux jeunes de moins de 18 ans, certains jeux de grattage, de tirage et de pronostic de la Française des Jeux. Alors, ce qu'on constate, donc, en bref, hein, en gros, c'est que déjà, si on prend en charge, c'est que la demande, effectivement, est forte, et non seulement elle est forte, mais elle est croissante, et que si on prévient, c'est parce que ça coûte déjà très cher à l'État. Et donc, les études ont commencé, parce qu'il n'y en avait pas du tout jusqu'ici, hein, donc ont commencé l'année dernière. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls, ni les premiers. Aux États-Unis, il y a The Gamblers Anonymous, les alcooliques anonymes repris sur le modèle, mais pour les joueurs. Au Canada et en Espagne, ce sont les opérateurs qui financent les dérives donc justement des jeux donc par une taxe et que dans différents pays il y a déjà des dispositifs comme la e-thérapie, la cyberthérapie sur internet où on se soigne justement de cette réelle addiction que sont les jeux tels qu'une addiction à une substance chimique. Donc c'est l'ampleur est quand même assez phénoménale et ça devrait être croissant et donc c'est à noter. Joueurs effrénés autour de la table. Vanessa, non, je vous vois dans le parfait équilibre. Modération. Non, Daniel Alman. Non, vous êtes joueuse, mauvaise joueuse d'ailleurs peut-être. Non, mauvaise perdante. Mauvaise perdante. Ou mauvaise perdante. Peut-être, oui. Joueuse de temps en temps, oui. J'aime aussi prendre quelques petits risques, suivre mon intuition. Je sais que ça m'a bien réussi, même par rapport à l'argent. Ça m'est arrivé d'avoir un joli coup de chance. Ah oui. À un moment où justement ma situation n'était pas forcément des plus favorables. Oui, hasard. Et oui, c'est là qu'on se dit, tout à fait, on est prêt à se dire, voilà, je tente le tout pour le tout. Quelquefois, effectivement, hein, dans un moment comme ça, j'étais en période de divorce et puis j'ai eu un beau coup de chance financier qui fait que j'ai pu changer ma vie et l'orienter vers le sens que je souhaitais et qui m'a amené. Oui. Et ça, initialement, il y a quelque chose que je voudrais simplement vous partager, c'est croire, effectivement, croire en soi, croire qu'on mérite le meilleur. Non, oui. Et à ce moment-là, même si tout ne s'arrange pas du jour au lendemain, j'ai l'impression que cette énergie-là, un jour ou l'autre, elle va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits parce que il y a peu de personnes en fait à l'extérieur qui croient en nous. Alors si moi je ne crois pas en moi, en fait, ça m'amène vers le bas. Voilà. Et en revanche, voilà, si moi j'ai une attitude plutôt positive, plutôt bonne amie vis-à-vis de moi-même, plutôt dans cette optique-là,
j'ai l'impression que c'est cette énergie-là que je vais irradier, c'est comme une sorte de fréquence qui fait que je vais rencontrer des situations, disons, en accord avec qui je suis, ou ce que je pense de moi, ou comment je me sens être intérieurement. Puis il faut aussi accepter aussi la part de patience. Parfois, Oui, on voudrait tout de suite. Oui. C'est comme les saisons, hein. Il y a l'hiver, tout tombe, ensuite il y a le printemps, tout en douceur, puis après on récolte les fruits. Tout à fait. Le moment de Absolument, l'été, c'est très tout en important, douceur. ça. Hein. On veut tout de suite. La patience, cultiver sa Semer. chance. Semer Semer avant de pour récolter récolter. ensuite. Mais regardez, c'est comme là en ce moment on parle de Drucker qui sort le livre Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? S'il avait écouté ce que lui avait dit le professeur, où est-ce qu'il serait aujourd'hui? Vous voyez, donc il a cru en lui aussi, un autre exemple, et aujourd'hui, il a réussi, il a bien réussi. Et oui, et Absolument. effectivement, c'est quand les gens réussissent qu'on s'en rend compte, malheureusement et heureusement aussi, parce qu'il faut des exemples, mais c'est effectivement quand les gens réussissent qu'on se rend compte qu'effectivement, au départ, on les avait pas forcément poussés. On va s'en inspirer, hein. C'est que de positivité, ça fait du bien. Hein. Ah oui. Bon, allez, pour cultiver la chance, un petit conseil, Daniel Ahlmann. Suivez moins l'actualité et suivez davantage votre actualité intime, personnelle, amoureuse. C'est bien dit. Oui, c'est bien dit. Vanessa Pour Mielzarek. moi, et cultiver un état d'esprit positif. Faites le meilleur chaque jour et oui, c'est ça. Donnez le meilleur de vous-même et je suis sûre que la vie est très généreuse à ce moment-là aussi. Et croire qu'on mérite le meilleur. Je rappelle les titres de vos livres, Daniel Ahlmann, 11 techniques secrètes pour provoquer la chance, la vraie, aux éditions Médicis. Vanessa Mielzarek, puisqu'on a parlé justement d'intuition aujourd'hui, coachez votre intuition aux éditions du Seuil. Et là, c'est de circonstances. Il est à venir. Il sort quand? Mars. Tout à fait. Le guide de la personne heureuse aux éditions Le Courrier du Livre. Voilà la petite coccinelle, le fameux porte-bonheur. Porte-bonheur. Finalement, chacun croit en son petit porte-bonheur. Merci à vous quatre d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 10h, 11h. Excellente journée à vous tous. À demain. Donc à demain. Merci.